Bonjour, ouvrons donc la 10e petite porte pour retourner sur le flanc du Canigou et terminer le premier chapitre des herbes de la Saint-Jean. Le Canigou, je vous ai expliqué ce qu'il représentait pour tout Catalan et pour tout auteur catalan. Par conséquent, on a tous envie d'écrire sur notre montagne sacrée. Oui, mais quoi? Et encore faut-il avoir une histoire à raconter. Et moi, cette histoire, elle m'est tombée, je dirais, presque du ciel. Mon fils était en CM2 à l'école de Vinça, et l'instituteur avait pour habitude d'amener chaque année les élèves, justement, faire la route du fer dans le massif, cette année-là comme d'habitude, et il a demandé des parents pour accompagner. J'étais libre, je suis allée avec eux, et j'ai eu cette chance extraordinaire. D'abord que la maman d'une des camarades de classe d'Adrien habite donc au Mas des Cavanades et connaissent toute la flore du massif. C'était extraordinaire de l'entendre parler des anges-sagnes et des vérâtres, des bouquets de la mariée, du sorbier des oiseleurs, etc. J'ai pris des notes, je me suis régalée. Et en plus, nous étions guidés par Jacques Torignac, qui est le maire de Ballestavi, qui connaît par cœur toute l'histoire de ces mines, l'avalanche qui a eu lieu en 1917, etc. Et donc, au fur et à mesure qu'il racontait, je me suis dit, eh ben voilà, j'ai trouvé ce que je vais raconter, je vais parler des mines de la Pinouse. Et donc, c'est comme ça qu'est né les herbes de la Saint-Jean. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi, au fait, les herbes de la Saint-Jean? Ben, c'est ça. Voilà. Ça s'appelle un ramayette de San Juan. En français, un bouquet de la Saint-Jean. Vous savez que la Saint-Jean, c'est une nuit magique, la nuit la plus courte. Et on va cueillir, donc, dans la nature, les herbes de longue vie. Alors, le ramayette, il est composé d'un rameau de noyer qu'on met plus ou moins en croix. Et dessus, on attache, donc, l'orpin, le millepertuis, la camomille et l'immortelle. Alors ça, c'est les plantes de base, qu'on appelle les herbes de longue vie. Certains rajoutent un brin d'olivier, un épi de blé, enfin voilà. On peut en rajouter, mais la base, c'est ça. Et on le garde donc de la Saint-Jean toute l'année dans la maison pour porter bonheur. Et à la Saint-Jean suivante, c'est pour ça qu'il est tout desséché, parce que ça sera pour bientôt, on va le jeter dans le feu qui a été allumé au sommet du Canigou, et on va aller rechercher d'autres herbes de longue vie, donc sur les flancs de la montagne, pour refaire un ramayette qui puisse à nouveau porter bonheur. Ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va retourner sur les flancs du Canigou pour retrouver Félicie, son père, et tout le mineur de la Pinouse. L'équipe montante prenait la relève à 8 heures, mais déjà quelques ordres brefs retentissaient. Le grondement des wagonnets pleins à ras-bord roulant sur les rails leur parvint aussitôt après, suivi du grondement de tonnerre du minerai dégringolant le plancher en bois du plan incliné jusqu'à la trémie. Il fallait évacuer l'extraction de la nuit. Après quelques grincements douloureux, la scie métallique du câble aérien à double pente reprit. Là-bas, sur l'autre versant du massif du Canigou, côté Valespire, le premier train avait déjà quitté la station de la Redoute, au col de Formentère, pour venir à la rencontre des bennes pleines à Rapallon. La Pinouse reprenait vie et les hommes au travail se réappropriaient la montagne. Le père était à présent habillé et prêt à sortir. Pourtant, il ne semblait pas encore décidé à quitter l'alcôve. Hésitant, il paraissait chercher quelque chose. Ce n'était pas sa hachette, elle pendait déjà à sa ceinture, bien à l'abri dans son étui de cuir. Il en prenait un soin maniaque et n'autorisait personne à y toucher, même pas Félicie. Bon, c'est bien la seule chose à laquelle il prêtait ainsi attention, la hachette avec laquelle il pouvait déployer tout son art et sans laquelle il se sentit démuni, nu en fait. Nul mieux que lui ne savait tailler le bois que les mulets rapportaient de la forêt de l'Estagnol, ni l'ajuster plus étroitement pour soutenir les flancs et la voûte des galeries où les piqueurs se démenaient pour arracher au ventre de rocher de la montagne le minerai, hématite ou carbonate, dont la patrie avait tant besoin pour bouter les poches au-delà du Rhin. Balançant ses larges épaules comme un lutteur avant le combat, le père se lança soudain. « Où tu t'en vas encore rôder aujourd'hui » Félicie retint un hoquet de surprise. Quoi lui arrivait-il? Il y avait beau temps qu'il ne l'interrogeait plus sur la manière dont elle passait ses journées. L'avait-il vu rentrer ce matin? Elle était pourtant sûre qu'il dormait encore à son retour. Le pied sur le bord du lit, elle fit mine de renouer les lanières de ses espardeignes, histoire de s'accorder un peu de temps pour réfléchir à ce que pouvait cacher cette question inattendue. Dans l'expectative, elle opta pour la vérité.
La tête baissée, elle marmonna « À l'école. » « Mais qu'est-ce que tu vas y faire? T'as fini ?» Toujours penchée sur son espadrille, elle ne répondit pas. De toute façon, il ne comprenait pas. Elle déroula d'une main experte le bas de son pantalon jusqu'à ses chevilles. Elle n'avait plus le temps de se changer en fille. Tant pis. Après tout, mademoiselle Marguerite l'avait déjà vue ainsi vêtue. Le père sembla vouloir ajouter quelque chose, mais il y renonça. Il se détourna avec un haussement d'épaule, enfonça d'un coup sec sa casquette sur ses cheveux encore plus poivres que celle, et sortit de l'alcôve pour rejoindre les derniers traînards qui couraient vers la cantine. Félicie en profita pour récupérer prestement son vieux bissac qui exhalait cette odeur de terre humide reconnaissable entre toutes. Cette nuit, elle avait cueilli des coriolettes, des mousserons, qu'elle comptait offrir à mademoiselle Marguerite. Dans une omelette, c'était un régal. Si elle avait trouvé des cèpes, elle les aurait gardés pour monsieur Legrand. L'ingénieur en était friand et il lui donnait toujours quelques piécettes en échange des plus beaux. Ah, pas de ces petits carrés d'aluminium qui servaient de monnaie à l'intérieur de la pinouse, ah non, de vrais sous. Le parfum lourd des champignons lui rappela qu'elle avait faim. Elle avait crapahuté dans la nuit pendant des heures, sans se soucier de son ventre creux, mais elle ne pouvait plus ignorer les tiraillements de son estomac. Elle dévala à son tour l'escalier. Elle pensait trouver son père attablé devant un bol de café fumant, mais se heurta à lui sitôt la porte de la cantine franchie. Faisant mine de s'intéresser aux tarifs affichés sur le mur, il tournait le dos à ses compagnons de travail qui se bourraient de tartines de pain trempées dans le noir breuvage que Lacasso, naviguant entre les tables, la cafetière émaillée à la main, leur resservait sans lésiner son petit Désiré de 4 ans accroché à sa jupe. Ravi, le bambin se laissait entraîner dans le sillage de sa mère. Il avait toujours des mains secourables pour le remettre d'aplomb quand il trébuchait sur le pied d'une chaise ou perdait l'équilibre. Bon nombre de mineurs avaient des enfants au logis dans leur village, et le sourire du petit bonhomme les aidait à patienter jusqu'au samedi soir, quand ils redescendaient enfin de leur perchoir accroché au flanc rocheux de la montagne, pour retrouver leur famille et prendre un peu de repos. Certains s'attendrissaient, faisaient des mines et des risettes, sans que Lacasso interrompît un instant son manège autour des bols à remplir. Le visage plein, la poitrine opulente et les hanches larges, c'était une maîtresse femme qui faisait marcher rondement sa cantine et tous ceux qui la fréquentaient. Même lorsqu'elle souriait, ses petits yeux noirs semblaient vous mettre au défi de prendre sa bonne humeur pour de la faiblesse. Il en fallait de la poigne, avec une bonne centaine de bouches à nourrir ainsi chaque jour, dont pas mal d'ivrognes. Et de la poigne, elle n'en manquait pas. Son mari Abdon, qui s'occupait du ravitaillement, du petit troupeau qu'un berger menait au pâturage vers le roc de l'ours et de l'abattage des bêtes, ne s'en mêlait pas. La cantine, c'était l'affaire de sa femme. Le domaine de Lacasso. En fait, elle s'appelait Catherine. Mais personne ne se serait risqué à utiliser son prénom comme on le faisait pour la jeune Catherine Marfin qui l'aidait en cuisine. Et moins encore un diminutif affectueux comme pour la Catherineau Bernat à Roquejalère. Pour tous, c'était Lacasso, tout court, et dans cet article, il y avait tout le respect, teinté d'un brin d'admiration, qu'ils avaient pour elle. Une détonation assourdie interrompit soudain les conversations. Avant de quitter la galerie, l'équipe de nuit avait fait sauter des mines pour élargir le front de taille, et l'une d'elles avait dû faire long feu. Heureusement, elle avait fini par sauter d'elle-même, sinon il aurait pu y avoir des blessés, voire des morts, comme cela arrivait de temps à autre. Aujourd'hui, la chance était avec les mineurs de fond. Le temps qu'on vérifie qu'il ne restait aucune autre charge et que la relève se fasse, les gaz de l'explosion se seraient dissipés et l'équipe de jour pourrait attaquer au pic le minerai déchiqueté. Le père, toujours abîmé dans la contemplation de l'affiche des tarifs, profita que l'attention se trouvait mobilisée ailleurs pour souffler à Félicie. « T'as payé ?» Occupée comme les autres à évaluer si la déflagration s'était produite dans la galerie principale, niveau 0 à la côte 1360 mètres ou plus haut, au niveau 100, côte 1460 mètres, elle ne comprit pas tout de suite de quoi il parlait. Il insista toujours sans la regarder. « On n'a pas d'ardoise, pas de marque en retard, si ?» Elle secoua la tête. « Non. » Leur compte était à flot à la cantine, elle y avait veillé. Au début, le père claquait sa quinzaine à peine touchée en bouteilles de vin qu'il stockait sous son lit, ou en tournée de bière citron au café Maineris à Valmagna. Un jour, las de ne plus savoir que répondre à Lacasso qui réclamait son dû, et surtout de ne jamais manger à sa faim,
Bon, les baies, les champignons et les racines récoltées aux alentours ne suffisaient pas à calmer son ventre gargouillant. Félicie était allée trouver le comptable dans son bureau, à côté des ateliers et de la menuiserie. Calmement, elle lui avait expliqué que c'était à elle, désormais, qu'il devrait verser la paye du père. Éberlué, Éloi Fabre avait obtempéré sans discuter. Félicie avait 7 ans. Depuis, c'est elle qui gérait les 4 francs et 10 centimes que le père gagnait chaque semaine. La Cassot était satisfaite, et Félicie se berçait de l'illusion que son père buvait moins. En tout cas, et cela ce n'était pas une illusion, elle mangeait un peu plus convenablement, même si elle était toujours d'une maigreur de chat écorché. Mais bon, courir la montagne le jour et la nuit n'avait jamais disposé personne à faire du gras. Hein. Je veux savoir si je peux m'acheter mon briquet de midi, quoi. Un travailleur a besoin de reprendre des forces. À présent, le père ne fixait plus le mur, mais le plancher. Il voulait que personne ne le surprenne en train de quémander ainsi. Devoir en passer par sa fille pour s'acheter un casse-croûte l'humiliait. Félicie eut pitié de lui. Bien sûr, tu peux prendre un hecto de pâté ou de fromage avec un taille de pain, répondit-elle en s'absorbant à son tour dans le boutonnage de son chandail élimé troué au coude. À moins que tu ne préfères une boîte de sardines. Il opina, la tête toujours baissée, comme s'il appréciait la propreté du sol balayé tous les soirs avant l'extinction des feux. Et le vin 2 litres, hein, la même ration que les autres. Quelques visages commençaient à se tourner vers eux. Félicie en termina avec le dernier bouton. Tu peux même avoir un paquet de tabac si tu veux, conclut-elle dans un souffle. Tu feras marquer les 10 centimes. Renonçant à prendre place à la longue table près de la fenêtre où les gars lichaient les dernières gouttes de café au fond de leur bol, en leur lançant des regards inquisiteurs, elle s'empara d'un quignon qui traînait et ressortit. Les Vénard, qui habitaient avec leur famille les bâtiments divisés en petits appartements au-dessus de celui de la cantine et des dortoirs, sortaient de chez eux en devisant, la moustache bien peignée et la chemise propre sous la veste en grosse toile bleue. On sentait qu'une main féminine avait rectifié le col, dépoussiéré le béret sur le pas de la porte. Les ouvriers venant de la vallée arrivaient au même moment sur le terre-plein au-dessus de la Trémie. Ceux de Los Mazos, un hameau au-dessus de Valmagna, traversaient la rivière du château et coupaient par le Fatch-Cross jusqu'à la Descargue, où les rejoignaient ceux du village arrivés par la Bassouze et ceux de la Bastide qui remontaient la Rabasse après avoir passé le col de Paloumère. C'est ensemble qu'ils gravissaient l'ultime montée vers la Pinouse. On les entendait s'interpeller, s'engueuler, rire en escaladant les derniers mètres. Le rouge aux joues, le jeune Péric Marfin, fila comme s'il levait le diable à ses trousses vers la forge où il aidait le père Armango, poursuivi par les Lazzi de ses aînés. Les Marfins, les Maris, les Arquets, les Beaux, les Gourses, les Olivers et les Garrigues représentaient plus de la moitié de la population de Valmagna et de Los Mazos, et donc une part importante du personnel de la Pinouse. Comme ils prenaient femme dans les mêmes familles, ils étaient tous plus ou moins cousins et poursuivaient à la mine les conversations entamées au village. Ils étaient tous vêtus de vestes de travail au tissu épais, mais amollis par l'usure qu'ils enlèveraient au bout d'1 heure ou 2 au fond, dans l'échauffement de l'effort. Sous terre, la température variait peu. Il y faisait frais en été et tiède en hiver. Aucun d'entre eux ne portait le casque en cuir ou en carton bouilli préconisé par le règlement de sécurité. C'était bon pour les ingénieurs et les frères Valentin, les propriétaires de la Pinouse, quand ils venaient en inspection. Les nouveaux arrivants passèrent devant Félicie sans même paraître la voir. Tant mieux. La brume du petit matin s'était dissipée et un rayon de soleil faisait vibrer la fourrure sombre des sapins. La journée promettait d'être belle. Il fallait qu'elle se dépêche à présent. Et le chapitre se termine, comme tous les autres d'ailleurs, par la vision d'un ou d'une des protagonistes de Félicie, savoir ce qu'il ou elle en pense. Mais où elle va encore cavaler celle-là? Une nouvelle fois attiquée comme l'as de pique. Et ce pantalon d'homme, si c'est pas malheureux. À son âge tout de même, elle pourrait porter une jupe et arrêter de rôder ainsi dans la montagne à toute heure du jour. Elle doit avoir quoi, dans les 13 ans à présent? Je crois bien qu'elle est de la même année que la petite Valverde. Oui, c'est ça, 1901. Seulement la Zoé, c'est pas la même chanson. Elle est coquette et ne sortirait pas sans des rubans assez nattes et un joli tablier blanc sur sa robe. Pas de danger qu'on la confonde avec un garçon comme cette grande ficelle de Félicie. Ah, c'est là qu'on voit qu'une fille a besoin d'une mère, hein. Quelle gamine bizarre, vraiment. Je le disais l'autre jour à Abdon. Une vraie sauvageonne. Elle part, elle revient quand elle veut,
Parfois, on ne s'aperçoit même pas de sa présence. Et au moment où on s'avise qu'elle devait être là, elle est déjà repartie, envolée, à croire qu'on a rêvé. Pas causante avec ça, juste le strict nécessaire pour qu'on ne la croie pas muette. On ne peut pas dire qu'elle soit gracieuse, ça non. Bon, faut reconnaître qu'avec cette ivrogne de Polyte, sa vie n'est pas facile. Pour ce qui s'occupe d'elle, c'est sûr qu'à choisir entre la bouteille et Félicie, il n'hésiterait pas. Et elle, par rancunière, qui est toujours là pour le remonter dans son lit, à se demander si elle est sa fille ou sa mère. Bon, tout ça ne fait pas avancer le travail. Hein. Les bols traînent encore sur les tables pas nettoyées, et il faut commencer à préparer le repas de midi pour l'équipe du soir. Quand ils se réveillent, ceux-là, ils sont affamés. Il ne faut pas leur en promettre. Hein. Mais jamais la Casso n'a laissé leur assiette vide, et ça ne va pas commencer aujourd'hui. Voilà, il faut éplucher tout de suite les pommes de terre pour le ragoût. Où est-elle, cette empotée de Catherine? Jamais là quand on a besoin d'elle. Et je vous laisse continuer à vous balader un petit peu sur les flancs du Canigou. Demain, on ira dans une maternité pas comme les autres, vous en avez peut-être entendu parler, mais là on s'y plongera ensemble. À demain.